on était dans le secteur pacifique de l'océan Austral. Hein. On est plus loin de l'hôpital le plus proche que si on se trouve sur la Lune. Donc, retrait des glaciers à une vitesse folle. Donc, d'une année à l'autre, on peut voir ces glaciers qui ont reculé d'une dizaine ou d'une centaine de mètres chaque année. Donc, on avait des vagues de 6-7 mètres de haut. Une grande partie de l'équipage scientifique était malade au fond du lit. L'impression d'être un peu au bout du monde, c'est un peu le cas. Hein. C'est vraiment des endroits dans lesquels on trouve personne. Les vagues passaient par-dessus la cabine du capitaine. Parfois, la science nous mène aux confins du monde. Là où la solitude est totale. Et où l'horizon se confond avec l'océan. Aujourd'hui, Samuel Jacquard nous ouvre son carnet de bord et nous emmène dans une véritable odyssée au fil de ses souvenirs d'expédition. Anecdotes de terrain, méthodes de recherche, imprévues. Bienvenue dans un voyage au cœur des océans, sans quitter vos écouteurs. Vous écoutez l'Uniscope, un podcast du magazine du campus de l'Université de Lausanne. Professeur associé à l'Institut des sciences de la Terre de la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne, Samuel Jacquard est spécialiste des océans et des sciences climatiques. Il a également participé à la rédaction du 6e rapport d'évaluation du GIEC. Ses récentes aventures l'ont conduit au Groenland, en plein cœur des fjords. Depuis 2022, Samuel Jacquard a participé à 2 expéditions scientifiques dans le cadre du projet Greenfjord, un projet de recherche financé par l'Institut polaire suisse, qui vise à étudier l'impact du changement climatique sur les écosystèmes et la population du sud du Groenland. Dans cet épisode, nous allons tourner les pages de son journal de bord pour tenter de comprendre à quoi est-ce que ça ressemble de faire de la science à bord d'un bateau. Tout d'abord, le décor. Juin 2024. Petit matin. Le bateau quitte la côte. À son bord, un petit groupe de scientifiques. Cap sur les fameux bras de mer étroits et profonds qui pénètrent à l'intérieur des terres du Groenland. L'embarcation fond la houle. On ne tarde pas à les voir apparaître. Il faut s'imaginer des fjords relativement étroits, je dirais 4-5 km, avec des parois rocheuses qui sont verticales, assez vertigineuses, de quelques centaines de mètres de hauteur. Il y a très peu de végétation. Maintenant, avec le changement climatique et l'augmentation des précipitations et des températures, on a les premiers buissons qui apparaissent. C'est souvent de l'herbe rase, des lichens, des mousses. C'est un environnement assez dur. Ça et là, quelques maisons, il y a quelques éleveurs qui habitent le long de ces fjords où les pentes sont un peu plus douces. Mais on observe assez peu de faune, par exemple, et de flore à l'extérieur de ces fjords. On a l'impression d'être un peu au bout du monde, c'est un peu le cas. Hein. Cela dit, la vie est foisonnante sous l'eau. On a beaucoup d'espèces marines, les mammifères, on ne les voit pas souvent. Mais il y a vraiment ce contraste entre la partie où il fait froid, il y a peu de végétation, peu de vie à l'extérieur des fjords, mais beaucoup de vie microscopique ou des poissons dans les fjords. Maintenant que le décor est posé, ce que j'aimerais savoir, c'est comment se passe une expédition scientifique au Groenland. Est-ce qu'il fait froid, comme je me l'imagine ? Est-ce qu'il faut passer des semaines à huis clos sur un vieux bateau de pêche pour faire des relevés ? Ou est-ce qu'au contraire, la science a les moyens de s'offrir un joli bateau de croisière ? On y va souvent en été, donc les conditions sont très agréables. Hein. Il peut même faire 20 degrés la journée, il fait plus frais la nuit, peut-être 4-5 degrés. C'est rare qu'il neige, ça peut arriver. Et puis, la mer est calme, souvent dans ces fjords. Le vent peut produire de la houle, mais c'est souvent assez calme. C'est des fjords qui sont assez étroits, notamment quand il y a de la glace. Le fait qu'il y ait de la glace stabilise souvent la surface. C'est vrai que si on a fait des stations d'échantillonnage à l'extérieur de ces fjords, donc en mer ouverte, on voit tout de suite les vagues augmentent, la houle augmente, et il y a souvent du vent aussi plus important, donc c'est tout de suite plus compliqué. Mais les conditions sont souvent assez agréables. Et alors, on a travaillé sur 2 bateaux différents qui ne sont pas très grands l'un et l'autre. C'est des bateaux qui sont spécifiques à la recherche en milieu côtier. Donc, c'est souvent des bateaux qui sont plus petits que lorsqu'on fait de la recherche en pleine mer. C'est des bateaux
qui sont destinés à la recherche en milieu polaire, donc qui peuvent naviguer dans des conditions glacées avec des icebergs et des glaçons. Il faut une trentaine de mètres, il y a une quinzaine de personnes à bord. C'est évidemment des espaces qui sont confinés, donc il faut bien s'organiser, que ce soit dans la vie du bateau, mais aussi dans l'échantillonnage. Alors, la recherche côtière implique qu'on est souvent proche d'une ville ou d'un village, donc qui nous offre l'opportunité de chaque soir rentrer au port, pour autant qu'il y ait de la place. Ça dépend aussi un petit peu de la distance de navigation de ce port-là. Souvent, c'est des distances assez courtes, c'est 2-3 heures pour retourner. Donc, si l'opportunité se présente, c'est quand même le plus simple, c'est de rentrer au port. C'est aussi la solution la plus sécure, je dirais. Maintenant, les bateaux ont aussi l'opportunité de passer la nuit en mouillage ou au milieu des fjords en fonction des conditions. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut qu'il y ait un membre d'équipage qui soit présent à tout moment au poste de pilotage. Donc, c'est beaucoup plus contraignant. Ces 2 bateaux, ce sont le Sanna et le Forel. Tandis que le premier est un bateau océanographique standard, le deuxième est un voilier. Mais c'est surtout le premier bateau suisse consacré à la recherche polaire. S'ils sont tous deux conçus pour évoluer dans ces environnements particuliers, la mer restera cependant toujours maîtresse de leur destin. Dans ces eaux, la glace, imprévisible, impose ses propres lois et oblige à une vigilance constante. Dans les dangers, c'est une situation où des conditions environnementales, je dirais, qui sont très dynamiques, donc qui sont très changeantes. La météo peut changer très rapidement. Et puis, il y a de la glace. Dans les fjords, il y a quand même beaucoup d'icebergs. C'est des glaciers qui sont très dynamiques et qui vêlent ou qui produisent des icebergs de manière répétée. Ces icebergs sont souvent transportés par les courants ou les marées et puis le vent. Donc, les fjords sont purgés. Mais ça arrive que les icebergs remontent les fjords, si je peux dire, en fonction des marées. Donc parfois, on est un peu pris en sandwich entre les icebergs produits par le glacier en amont du fjord et ceux qui reviennent avec la marée en aval. Donc le danger, c'est principalement les glaces dérivantes et les icebergs. Ces bateaux sont constitués de telle manière qu'ils peuvent naviguer dans ces environnements-là, mais ce n'est pas des brise-glaces. Donc ils ont des coques renforcées. Mais une rencontre intempestive avec un grand iceberg peut mettre la structure du bateau en danger. C'est jamais arrivé parce qu'on a travaillé avec des excellents équipages, mais ça nous est arrivé peut-être une fois sur le plus gros bateau, donc la situation était peut-être moins critique et on a vraiment dû se dépêcher, mettre les bouchées d'eau pour sortir d'une situation qui était compliquée, puis on a pu se mettre à l'abri dans une baie pendant la nuit. Mais si on était resté un peu plus longtemps, on aurait pu être coincé dans la glace. Alors avec le plus grand bateau, c'est moins problématique parce qu'il est plus solide et puis il peut casser un peu de la glace, mais avec le voilier, c'est un peu plus compliqué. Derrière ces journées passées à slalomer entre les icebergs, il y a un but essentiel, la science. Mais qu'est-ce qu'on vient vraiment chercher dans ces eaux glacées ? Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, nous, ce qui nous intéresse, c'est de mesurer ou déterminer les concentrations d'éléments nutritifs, donc des éléments qui sont essentiels au développement de la vie, notamment la vie du phytoplancton, les algues. On pense souvent aux nitrates, aux phosphates. Mais les éléments qui nous intéressent sont ce qu'on appelle des oligo-éléments ou des micronutriments, le fer, le zinc, le cobalt, le cuivre, qui sont présents à des concentrations qui sont vraiment extrêmement faibles dans l'eau de mer, souvent des picots, des nanomoles, donc des parties par milliard. Il s'agit de prélever des échantillons sans les contaminer, et puis une grande partie du travail analytique ou préparatoire a lieu au laboratoire une fois de retour à l'Université de Lausanne. Si le groupe de Samuel Jacquard s'attelle à récolter ces micro-éléments, c'est pour mener une campagne d'échantillonnage de données géochimiques et d'ADN environnemental, afin de mesurer l'impact du réchauffement climatique. Mais alors concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend pour les récolter ? Quel type d'installation faut-il mettre en place sur ces bateaux de recherche ? C'est un dispositif qui s'appelle une rosette. Il faut imaginer un cadre métallique qui contient des bouteilles verticales, qui sont des cylindres qui peuvent contenir 8 à 10 litres d'eau de mer. Cette rosette, elle est déployée le long d'un câble dont on connaît la longueur. On a des informations préalables sur la profondeur du fjord. Par exemple, si on travaille dans les fjords, les profondeurs sont typiquement entre 400 et 600 mètres, si on se trouve vraiment dans l'axe du fjord. On descend cette rosette au fond. Les bouteilles sont ouvertes et puis lorsque cette rosette remonte, il y a un dispositif qui permet de fermer ces bouteilles à des profondeurs prédéterminées. Et puis, cette rosette va nous permettre d'échantillonner, de collecter de l'eau de mer à des profondeurs données. Donc, on fait des profils verticaux dans la colonne d'eau. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la surface ou la subsurface, les 50 premiers mètres. Après, l'évolution des différents paramètres, température, salinité est assez homogène au fond des fjords. Et cette rosette contient une dizaine de bouteilles, donc il nous permet d'échantillonner ou de prélever
des échantillons d'eau de mer à une dizaine de profondeurs différentes. Vous imaginez bien que sur un bateau qui est en métal, il faut faire très attention de ne pas rajouter la contamination du laboratoire ou de l'air ambiant dans les échantillons. Donc c'est tout l'enjeu, en tout cas pour nous, c'est spécifique à notre programme de recherche, mais d'éviter ces contaminations-là pour que les concentrations de ces éléments qu'on mesure au laboratoire représentent effectivement ce qu'il y a dans l'environnement et pas en partie l'air ambiant ou les particules qu'il peut y avoir sur le bateau. Et comment est-ce qu'on fait pour être sûr de ne pas contaminer les échantillons ? C'est une bonne question, c'est un challenge. Ce qu'on fait, on construit des sortes de bulles en plastique pour isoler l'air dans le laboratoire de l'air externe. Il est ultra filtré, donc on filtre cet air en permanence. Et puis, on travaille avec des gants, évidemment, avec des combinaisons stériles. En amont, on doit stériliser les bouteilles, décontaminer, pour être sûr que les bouteilles en plastique dans lesquelles on récolte l'eau de mer ne contiennent pas ces métaux-là. Donc, il faut faire très attention. Et on y est arrivé, donc c'est souvent un petit peu de la bricole. C'est pas mal d'expérience, d'erreurs par le passé aussi, mais on a réussi dans ces environnements un petit peu particuliers à échantillonner ces échantillons d'eau de manière très propre. Des bulles ? Donc, le pont du bateau est recouvert d'igloos transparents ? Alors, c'est à l'intérieur du laboratoire. On construit à l'aide de bâches plastiques un laboratoire qui fait peut-être 2 mètres sur 2 pour pouvoir échantillonner les bouteilles qu'on déploie dans la colonne d'eau en mer. On les ramène à l'intérieur de cette bulle et on échantillonne tranquillement en évitant au maximum les manipulations. Le second bateau sur lequel on a travaillé, le Forel, qui est un voilier sous pavillon suisse, c'est un voilier qui a été rénové pour permettre les activités scientifiques. Et ce voilier, on a beaucoup discuté avec l'équipe en place de la Fondation Forel. On a pu implémenter ce qu'on appelle une salle blanche, un laboratoire propre qui ne requiert pas la construction de cette bulle plastique, mais qui est un tout petit laboratoire qui est très petit, mais très fonctionnel et de nouveau qui nous permet d'échantillonner de manière extrêmement propre. Donc, il y a très peu d'aérosols, c'est un air qui est ultra filtré, qui est très très pur et comme ça qui nous permet d'éviter les contaminations. Éviter les contaminations, qui reste le principal défi de ce type de recherche, semble déjà compliqué. Et j'imagine que ce n'est certainement pas la seule difficulté sur ce type de terrain. Le plus difficile, c'est au début, on apprend avec les années et avec les différentes expéditions, c'est cette flexibilité, cette incertitude avec laquelle il faut pouvoir vivre et puis déployer le programme scientifique, je dirais. C'est vraiment l'incertitude de se dire que peut-être on ne pourra pas prélever les échantillons, peut-être qu'on n'aura pas les observations qu'on a planifiées. C'est des expéditions qui se planifient une année à l'avance. Donc, c'est aussi toujours la peur de la déception d'avoir mis en œuvre tous ces efforts et de rien avoir. Donc, au final, ça s'est toujours très bien passé. Alors, il a fallu déployer le plan A, le plan B, le plan C, mais on a toujours pu avoir des observations qui étaient très intéressantes. Avec le projet Greenfjord, Samuel Jacquard n'en est pas à son coup d'essai en termes d'expéditions scientifiques à bord de navires. Le chercheur cumule en effet plus d'une aventure dans son journal de bord. Voyons à quand remonte son premier embarquement à bord d'un navire de recherche. C'était en 2006, lors d'une première expérience postdoc à l'ouest du Canada. J'étais postdoc à Vancouver. J'ai eu l'occasion d'aller dans cette région-là sur un bateau afin de prélever des échantillons d'eau, mais aussi des échantillons de sédiments marins au fond des océans. C'était un bateau d'une 50aine de mètres, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je n'avais aucune expérience, donc j'allais un petit peu comme un bleu. Et puis on apprend un peu sur le tas. On fait évidemment des erreurs qu'on essaie de ne pas reproduire. Mais j'avais trouvé tout de suite fantastique. J'avais adoré cet environnement-là. Et puis, j'aime bien cette routine-là qu'il y a de préparer les stations, de faire les prélèvements, traiter les échantillons. On a eu des conditions assez sportives, si je peux dire, quelques jours après le départ. On avait des vagues de 6-7 mètres de haut. Une grande partie de l'équipage scientifique était malade au fond du lit. Et puis, moi, j'ai continué à pouvoir travailler. J'ai la chance de ne pas être malade en mer, donc évidemment, ça facilite un petit peu l'expérience. Waouh, quelle entrée en matière! Là où beaucoup auraient été découragés, Samuel Jacquard, lui, raconte avoir été immédiatement conquis par l'aventure. Et par la suite, l'appel du large, il y a répondu plusieurs fois. Au cours de sa carrière scientifique, il a au total eu l'occasion de participer à 3 expéditions en haute mer, dans l'Arctique ainsi qu'en Antarctique. Contrairement aux expéditions côtières, comme au Groenland, les expéditions de ce type ne permettent pas de revenir au bord chaque soir. C'est des expéditions qui se font sur des bateaux qui sont plus grands
un équipage plus important, aussi un nombre de scientifiques plus grand. Et puis, ces expéditions sont aussi plus longues. Elles durent typiquement 1 mois ou 6 semaines. Il y a quand même des moments off. Donc, sur ces plateformes-là, qui sont très coûteuses aussi à mettre en œuvre, le programme scientifique se déroule sur toute la journée. Donc, c'est 24 heures sur 24. On y est pendant l'été, enfin l'hiver austral, mais pendant l'été. Donc, il fait quasi jour tout le long, toute la journée. Donc, on peut travailler à 2 heures du matin s'il faut, ça pose pas de problème. On le sait souvent à l'avance. On sait quand on va arriver sur les stations, on connaît le déroulement du programme scientifique lors de chaque station, donc il faut se tenir prêt. Mais après, les distances entre les stations d'échantillonnage sont effectivement plus importantes que lorsqu'on travaille dans le domaine côtier. Donc, il peut y avoir 2-3 jours durant lesquels il n'y a pas de travail particulier. Donc là, on s'occupe comme on peut, table de ping-pong. Il y a un fitness, on peut bouquiner, donc le programme est un petit peu plus relax entre les différentes stations. 1 mois ou 6 semaines sans voir la Terre. Je me demande quel effet ça fait. On est vraiment coupé du monde pendant cette durée-là. Dans les zones polaires, c'est quand même compliqué d'avoir accès, que ce soit même au SMS ou on peut téléphoner 1 ou 2 fois par semaine. On reçoit les emails 1 fois par jour peut-être. Donc, très vite s'installe une atmosphère très particulière parce qu'on est vraiment au bout du monde pour le coup. Je me souviens, on était dans le secteur pacifique de l'océan austral. Hein. On est plus loin de l'hôpital le plus proche que si on se trouve sur la Lune. Donc, c'est vraiment des endroits dans lesquels on trouve personne, hein, vraiment loin de tout. Et ça crée une atmosphère très particulière à bord où très vite, à part peut-être les nouvelles qu'on a de la famille, très vite on s'isole un peu, on crée ce microcosme très particulier. Les quelques premiers jours, on s'informe encore un petit peu de ce qui se passe dans le monde, mais très vite on a ce sentiment d'isolement qui nous gagne. Donc c'est quelque chose de très particulier. C'est quelque chose que j'aime bien, pour autant qu'on puisse rester en contact avec la famille, évidemment. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être compliqué à gérer en fonction de la situation, de l'évolution du projet. Par exemple, si le projet évolue mal ou si on a des difficultés, ben, c'est une situation qui peut devenir assez vite stressante pour certains participants à l'expédition. Heureusement, des médecins sont présents à bord, puisque, comme il le dit, atteindre l'hôpital le plus proche demanderait entre 4 à 5 jours de navigation, soit plus long en temps de trajet que les 3 jours qu'il faut pour rejoindre la Lune en fusée, même si, certes, géographiquement, la Lune reste plus éloignée. J'imagine qu'on doit se sentir vraiment vulnérable dans de telles conditions. Surtout que la mer reste imprévisible. Les orages, les coups de vent, le mauvais temps. Tout ça aussi fait partie du voyage. Est-ce que parfois ça peut devenir dangereux de naviguer dans ces zones ? Je ne pense pas que ce soit dangereux. De nouveau, on travaille avec des équipages qui ont énormément d'expérience. Si les dépressions ou si les tempêtes qui sont annoncées sont trop importantes, le bateau peut toujours se déplacer ou essayer d'éviter la tempête. Il y a toujours des échappatoires. Donc on ne s'est jamais retrouvé, même en Antarctique, il y avait des vagues de 15 mètres peut-être. On était sur un bateau qui faisait 150 mètres de long, donc c'était un bateau quand même solide, mais les vagues passaient par-dessus la cabine du capitaine. C'était assez impressionnant. Donc, beaucoup de mes collègues étaient malades, mais moi, j'ai trouvé que c'était magnifique. Ça fait partie un peu des expéditions dans l'océan austral et les bateaux sont conçus pour naviguer dans ces conditions-là. Donc, j'ai pas eu le sentiment d'être en danger à ce moment-là. Je me suis jamais senti en danger ou qu'on se trouve dans une situation dans laquelle l'équipage n'a pas le contrôle de la situation. Stop. 15 mètres ? Est-ce que j'ai bien entendu ? Donc, à peu près à la hauteur d'un immeuble de 5 étages ? Ou encore la longueur d'un bus et demi ? Pas sûr pour ma part que je me serais sentie totalement à l'aise dans ces conditions. Et puis, ça dure combien de temps exactement, des vagues comme ça ? Ah, ça a duré 1 jour, 2 jours. Donc là, effectivement, toutes les activités à bord sont annulées. Hein. Les gens restent souvent dans leur chambre ou dans leur lit. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. On perd l'équilibre. La table, c'est compliqué. Les activités sont un peu stoppées à bord. On attend que ça passe, entre guillemets. Et puis voilà, puis on recommence à travailler une fois que les conditions sont meilleures. Ça peut être long, hein, surtout si on est malade. Ou recroquevillé au fond de la banquette. Hein. Les chambres sont petites. On est souvent 2 ou 4 par chambre. C'est des petites couchettes. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas tellement s'isoler lorsqu'on est malade. Donc oui, ça peut être compliqué, effectivement. Moi, je profitais de monter dans la cabine du capitaine. C'était un spectacle magnifique, j'ai trouvé, donc pour pouvoir profiter de ce spectacle-là. Mais c'est arrivé souvent, de telles conditions avec des vagues de 15 mètres ? Une fois. Ces tempêtes de cette magnitude-là sont presque uniquement restreintes à l'océan austral, donc l'océan Antarctique. Les autres expéditions, les conditions étaient plutôt bonnes. On a même traversé le passage de Drake, les conditions étaient tout à fait calmes. Donc non, c'est assez ponctuel.
Si cette fois-là, il y a eu de si grosses vagues, 15 mètres, c'est pourtant pas à cause d'une tempête que l'équipage n'aurait pas pu éviter. D'ailleurs, si j'en crois le carnet de bord de notre scientifique, il faisait même très beau, ce jour-là. Les 40e rugissants et les 50e hurlants. Ça vous dit quelque chose ? 1653, le navire d'une compagnie hollandaise des Indes orientales se perd dans les 40e rugissants, en route vers Batavia. 1715, un navire marchand anglais disparaît, frappé par une tempête des 40e. Ou même plus récemment, 1998, 6 yachts australiens chavirent dans une tempête des 40e. 6 marins y laissent la vie. 2013, un yacht britannique se perd dans une dépression australe, dans les 40e sud. Et cette liste est bien loin d'être exhaustive. Les 40e rugissants et les 50e hurlants sont des latitudes dans lesquelles les vents soufflent très fort dans l'hémisphère sud et qui génèrent des tempêtes historiques, monumentales. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, des centaines de navires ont disparu sans laisser de traces dans ces latitudes. Mais ces zones reculées recèlent aussi d'autres surprises. Ce qui m'a surtout marqué, je dirais, c'est le foisonnement de la vie marine dans ces environnements qui sont quand même assez durs. Il y a de la glace, de la roche et pas beaucoup de végétation. Donc la vie sur Terre, la vie émergée, c'est des conditions qui sont très compliquées. Et à contrario, en mer, il y a toute une série, une diversité de vie qui est vraiment très impressionnante. Surtout en Antarctique, on a beaucoup l'occasion de voir les phoques, les otaries, les baleines, parce qu'elles sont beaucoup moins farouches, elles ont peu été chassées. Trois expéditions haute mer, 3 expéditions côtières. Mon petit doigt me dit que Samuel Jacquard ne compte pas s'arrêter là. D'autant que le projet Greenfjord devrait se terminer début 2026. Est-ce que d'autres expéditions sont actuellement en préparation ? C'est prévu, oui. Il y a une grande expédition qui se prépare sous l'égide de l'Institut polaire suisse, avec des collègues canadiens et des collègues français, un programme qui s'appelle Cascade, qui aura lieu l'été prochain, le long des côtes groenlandaises, cette fois-ci au nord-ouest du Groenland, et une deuxième partie en mer de Baffin. Donc on est en train d'organiser le programme scientifique de cette expédition qui se déroulera à l'été 2026. Ces récits d'expédition me poussent quand même à m'interroger. Samuel Jacquard m'a parlé du Forel, ce premier bateau suisse entièrement dédié à la recherche polaire. On a aussi évoqué l'Institut polaire suisse, qui finance le projet Greenfjord et le futur projet Cascade. Je m'étonne que la Suisse s'engage autant dans la recherche polaire, alors même qu'elle n'a ni mer, ni océan, ni banquise. Les scientifiques suisses, il y a une longue tradition de recherche dans les milieux alpins d'abord. Donc la glaciologie moderne a été un petit peu développée dans les Alpes, pas uniquement par les Suisses, mais par les Européens. Et les premiers aventuriers, les premiers savants, je les appelle les savants parce que souvent c'était un peu des spécialistes ou des gens très curieux dans tous les domaines des sciences naturelles, que ce soit la météorologie, la géologie, la glaciologie. On fait leurs premières observations dans les Alpes, on a vu que les glaciers se déplaçaient beaucoup, qu'ils reculaient, qu'ils avançaient. Et puis au début du siècle passé, donc le début des années 1900, les glaciologues suisses et des géologues suisses ont fait leurs premières observations au Groenland. Il y a eu la première traversée ouest-est du Groenland en 1912 par Alfred de Kervin, qui a profité de faire les premières cartes et les premiers prélevés météorologiques et glaciaires. Et puis après, plus tard, il y a aussi une longue tradition à l'Université de Lausanne. À la fin des années 60, mes prédécesseurs, Henri Masson, Albrecht Steck et Jan Escher, ont fait du travail de pionnier. C'était vraiment du travail de pionnier. Il n'y a pas de carte géologique à l'époque, donc c'était encore plus compliqué qu'aujourd'hui d'y aller. On fait du travail qui reste tout à fait d'actualité. Donc, non seulement en Suisse, il y a une longue tradition scientifique, mais aussi à l'Université de Lausanne. Et aujourd'hui, quelle place est-ce que les sciences polaires occupent dans le champ scientifique ? Je dirais qu'il y a un intérêt grandissant pour les sciences polaires en général, pas uniquement l'océanographie, mais je dirais la biologie, la glaciologie, les sciences atmosphériques, à tel point que ça devient presque problématique. Les populations au Groenland notamment se plaignent un petit peu de l'arrivée de nombreux scientifiques qui veulent évidemment les interviewer et échanger avec eux tous les étés. Donc il y a eu un petit peu, pour différentes raisons, que ce soit l'urgence climatique,
C'est des environnements qui sont vulnérables, mais qui changent, qui se transforment très rapidement. Le réchauffement climatique est plus important en moyenne que dans d'autres portions de la planète. Les températures augmentent 3 à 4 fois plus vite qu'en moyenne globale. Donc les changements et transformations qui sont liés au changement climatique s'observent aujourd'hui et on peut observer quasi des changements d'une année à l'autre. Donc il y a beaucoup de scientifiques qui y vont et puis ces régions-là, que ce soit surtout l'Arctique mais aussi l'Antarctique, revêtent un intérêt géostratégique aussi évident. Donc certains gouvernements poussent les scientifiques aussi ou soutiennent les scientifiques pour maintenir des activités scientifiques importantes dans ces régions-là. Mais alors, est-ce qu'il faut restreindre et limiter la recherche scientifique dans ces environnements à cause des enjeux évoqués, ou est-ce qu'au contraire, il faut la poursuivre, puisqu'elle est essentielle pour comprendre le climat et préparer l'avenir? C'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait limiter ou optimiser en tout cas la recherche scientifique. C'est des environnements qui sont complexes, c'est difficile d'y aller. C'est souvent des gros projets, mais je pense qu'il y a encore matière à optimiser au niveau international les projets afin de limiter les déplacements, de s'assurer que les échantillons qui sont prélevés soient disponibles pour le plus grand nombre de scientifiques. Donc, je pense qu'on peut, à ce niveau-là, diminuer l'impact. On peut aussi utiliser des plateformes qui sont moins polluantes, par exemple des bateaux à voile ou des plateformes plus petites. Mais je pense que... Je ne sais pas maintenant s'il faut diminuer la science, ça c'est une question qui est épineuse. Je pense qu'il faut aller maintenant parce que ces environnements changent très vite, les transformations sont rapides et il est important de documenter ces transformations maintenant. Voilà. Mais je pense qu'il y a surtout un effort de coordination à faire avant tout. Et ces changements, est-ce qu'on peut vraiment les voir de nos propres yeux, sans graphique ou calcul scientifique? À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Oui, alors on constate, notamment au Groenland, là, que le retrait des glaciers à une vitesse folle. Donc d'une année à l'autre, on peut voir ces glaciers qui ont reculé d'une dizaine ou d'une centaine de mètres chaque année. Donc c'est assez effrayant, c'est assez impressionnant. Donc c'est des observations qu'on peut vraiment faire d'une année à l'autre. On observe et on peut voir en fait les différentes étapes de retrait du glacier qui se matérialisent dans l'environnement, que ce soit au niveau géologique ou même au niveau biologique. On a les surfaces qui sont déglacées, on a une colonisation lente de la végétation. Donc, d'une année à l'autre, on peut reconnaître dans le paysage les témoins ou les évidences du retrait glaciaire. Je referme son carnet de bord et je crois que ça y est, je me représente un peu mieux ce que peut être la recherche sur un navire. C'est drôle. C'est un peu comme je me l'imaginais, et en même temps complètement différent. Finalement, faire de la science à bord d'un bateau, ce n'est ni une croisière de luxe, ni une épreuve de survie. C'est un mélange d'imprévus, de rigueur et d'émerveillement, le tout au rythme de la mer. C'est accepter la fragilité de l'homme face aux éléments, pour mieux comprendre la fragilité de notre climat. Vous venez d'écouter un épisode de l'Uniscope, le podcast du magazine du campus de l'Université de Lausanne. Merci à Samuel Jacquard, professeur associé à l'Institut des sciences de la Terre, de la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne, de nous avoir ouvert son journal de bord et partagé avec nous ses récits d'expéditions scientifiques.